Il existe une poudre blanche qui coûte moins d'1 $ dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous la saupoudrez sur une tache de baignoire qui est là depuis 30 ans. Vous ajoutez un peu d'eau tiède, puis vous vous éloignez. Quand vous revenez, la tache a disparu. Elle n'est pas simplement estompée, elle n'est pas plus claire, elle est littéralement partie. Cette décoloration jaunâtre, due à des décennies d'eau calcaire, s'est dissoute. Les anneaux de rouille, causés par les gouttes d'un vieux robinet, ont été effacés. Les dépôts de calcium qui ont survécu à chaque brosse à récurer que vous avez possédée se sont volatilisés. La baignoire, en dessous, ressemble au jour où elle a quitté l'usine. Blanche, lisse, intacte. Cette poudre existe depuis 1882. Elle n'a jamais été bannie, jamais rappelée, jamais rendue illégale. Elle a simplement été enterrée. Enterrée sous une avalanche de flacons pulvérisateurs à 15 $ qui promettent des miracles et ne livrent rien. Parce qu'une poudre qui règle le problème de manière permanente, avec une seule application, ne peut pas générer de ventes répétées. Et ce qui ne peut pas générer de ventes répétées ne peut pas soutenir une industrie de 200 milliards de dollars. C'est l'histoire de la poudre à 1 $ que l'industrie du nettoyage a prié pour que vous ne la trouviez jamais. Bienvenue sur Forbidden Camping. Si ces histoires comptent pour vous, la cloche et le bouton d'abonnement sont le meilleur moyen de préserver ces connaissances. Ici, nous forçons les coffres-forts que l'industrie a verrouillés. L'année était 1776, non pas à Philadelphie, mais à Uppsala, en Suède. Un chimiste pharmaceutique nommé Carl Wilhelm Scheele faisait bouillir des feuilles d'oseille dans un laboratoire exigu caché derrière une boutique d'apothicaire. Scheele n'était pas riche, c'était un clerc de pharmacie qui menait des expériences après les heures de travail avec du matériel emprunté et des produits chimiques d'occasion. Ce soir-là, alors qu'il réduisait le liquide provenant de l'oseille, des cristaux blancs ont commencé à se former au fond de son flacon. Il les a goûtés avec précaution, comme le faisaient les chimistes de cette époque, et a noté une saveur aigre et tranchante. Il venait d'isoler un composé qui serait plus tard nommé acide oxalique. Scheele a documenté sa capacité remarquable à dissoudre les dépôts minéraux et les taches de rouille au contact. Il a publié ses conclusions et la communauté scientifique les a largement ignorées. Scheele est mort 10 ans plus tard, à 43 ans, empoisonné par les produits chimiques mêmes qu'il avait passé sa vie à étudier. Sa découverte de l'acide oxalique a été enterrée dans des revues académiques poussiéreuses, écrites en latin et en suédois. Pendant plus d'1 siècle, presque personne en dehors des départements de chimie ne savait ce qu'il avait trouvé. Puis, en 1882, quelque chose d'accidentel s'est produit à Indianapolis, dans l'Indiana. Un chimiste nommé George William Hoffman cuisinait un pot de rhubarbe pour le dîner. Quand il a eu fini, il a remarqué quelque chose d'impossible. La casserole était ternie depuis des années, noircie par des dépôts minéraux et des taches de graisse qu'aucun récurage ne pouvait enlever. Mais après y avoir fait cuire la rhubarbe, la casserole étincelait. Hoffman n'était pas n'importe quel cuisinier. C'était un chimiste industriel qui vendait déjà des produits de nettoyage à travers le Midwest américain. Il a immédiatement compris que la rhubarbe contenait quelque chose de puissant. Il a isolé le composé actif. C'était l'acide oxalique, la même substance que Scheele avait cristallisée à partir de l'oseille plus d'1 siècle auparavant. Hoffman a formulé une poudre de nettoyage construite autour de cet acide et a commencé à la vendre dans des sacs en papier brun aux tavernes et aux saloons. Les barman l'utilisaient pour polir leurs rails en laiton, leurs bouilloires en cuivre et leurs dessus de poêles en fer. Le produit fonctionnait si bien que le bouche à oreille s'est propagé de saloon en saloon à travers l'Indiana, puis à travers tout le pays. Il l'a nommé d'après ses clients les plus fidèles, Barkeeper's Friend, l'ami du barman. Au tournant du siècle, cette poudre se trouvait dans les quincailleries de New York à San Francisco. 140 ans plus tard, la formule exacte est toujours fabriquée à Indianapolis. Le même acide oxalique, le même mécanisme de nettoyage, les mêmes résultats. Rien dans la chimie n'a changé, parce que rien n'avait besoin de changer. La poudre fonctionnait déjà parfaitement en 1882. Mais voici ce que l'industrie du nettoyage ne veut pas que vous compreniez. Cette vidéo n'est que la surface. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie du nettoyage ne veut pas que vous sachiez à l'intérieur du coffre complet de Forbidden Camping. Des techniques de restauration que l'industrie automobile a classées comme professionnelles uniquement, exposées pour quelques centimes. Des méthodes de préservation du bois qui surpassent les scellants à 100 $ en utilisant des ingrédients de votre garde-manger. Des systèmes d'épuration d'eau d'urgence
que les ingénieurs ont testé et n'ont pu croire. Des formules d'élimination des nuisibles qui coûtent des clopinettes et remplacent des contrats d'exterminateurs entiers. Des secrets de réparation domestique que les entrepreneurs facturent des milliers de dollars, et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans fioritures, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette poudre embarrasse chaque produit du rayon nettoyage. Lorsque l'acide oxalique entre en contact avec une tache de rouille, une réaction de double déplacement se produit au niveau moléculaire. L'oxyde de fer, qui est ce qu'est réellement la rouille, se lie aux ions oxalates de l'acide. Cela crée un nouveau composé appelé oxalate de fer, qui est totalement soluble dans l'eau. Il se dissout dans l'eau et se rince comme si la tache n'avait jamais existé. La tache n'est pas déplacée, elle n'est pas masquée par un film blanc, elle est chimiquement désassemblée. C'est fondamentalement différent de ce que font les nettoyants commerciaux pour salle de bain. La plupart des flacons pulvérisateurs sur l'étagère utilisent des tensioactifs, essentiellement des molécules de savon, pour détacher la saleté de surface et la faire flotter temporairement. Mais les dépôts minéraux, les cernes de rouille, le tartre calcique et les taches d'eau dure ne sont pas de la saleté de surface. Ils sont chimiquement liés à la porcelaine, à l'émail ou à la fibre de verre à un niveau moléculaire. Le savon ne peut pas briser ces liaisons. Aucun récurage, aussi intense soit-il, ne peut briser ces liaisons. Seule une réaction chimique qui cible le composé minéral spécifique peut les dissoudre de façon permanente. L'acide oxalique fait exactement cela. Les recherches sur la chimie de la chélation confirment que l'acide oxalique se lie aux ions calcium, fer et magnésium de manière plus agressive que n'importe quel tensioactif ménager courant. Il fonctionne sur la porcelaine, l'émail, la fibre de verre, les carreaux de céramique et l'acier inoxydable sans endommager la surface en dessous. C'est pourquoi une application d'une poudre à 1 $ accomplit ce que 50 bouteilles de spray pour salle de bain ne peuvent pas faire. Les chiffres racontent la véritable histoire. Une bouteille standard de nettoyant de marque coûte entre 8 et 15 $. Le foyer américain moyen achète 6 à 12 bouteilles de produits de nettoyage par an. Cela représente entre 70 et 180 $ annuellement pour des produits qui gèrent les tâches mais ne les éliminent jamais. Sur une décennie, une famille dépense entre 700 et 1800 $ uniquement en nettoyant pour salle de bain. Un seul contenant d'acide oxalique, à 2 $, contient assez de matière pour des dizaines d'applications et dure une année entière. Le coût par application se mesure en centimes, pas en dollars. Mais il y a pire. Lorsque les tâches deviennent finalement trop profondes pour que les sprays puissent les gérer, les propriétaires appellent un professionnel. L'industrie du réémaillage de baignoires facture entre 300 et 600 $ pour un seul travail de finition. Le remplacement d'une baignoire commence à 1500 $ et peut dépasser 8000 $ avec l'installation, la plomberie et le carrelage. Tout cela, chaque dollar, aurait pu être évité par une poudre qui coûte moins cher qu'une tasse de café. Et c'est exactement là que l'histoire s'assombrit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la chimie de la salle de bain que 99% des propriétaires. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui verse encore de l'argent par les fenêtres pour des produits qui ne fonctionnent pas. Tout ce que l'industrie a enterré est à l'intérieur du coffre complet. Le lien est dans la description. Maintenant, restez avec moi. Le prochain coffre est le plus lourd. Voici la question qui devrait empêcher les cadres des entreprises de nettoyage de dormir la nuit. Si une poudre qui coûte moins d'1 $ élimine définitivement chaque type de tache de baignoire, pourquoi le rayon nettoyage mesure-t-il 15 mètres de long? Le marché mondial des produits de nettoyage ménager génère plus de 200 milliards de dollars de revenus chaque année. Les nettoyants de surface représentent à eux seuls plus de 68 milliards de ce total. Les produits de nettoyage pour salle de bain constituent l'un des segments à la croissance la plus rapide de toute l'industrie. Des entreprises comme Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Clorox et SC Johnson dominent l'espace sur les étagères de chaque supermarché du continent. Leur modèle commercial repose sur un principe fondamental, l'achat répété. Chaque produit sur cette étagère est conçu pour gérer votre problème, pas pour le résoudre. Un spray qui élimine la saleté de surface aujourd'hui garantit que vous devrez acheter une autre bouteille le mois prochain. Une mousse qui blanchit temporairement votre baignoire garantit que vous serez de retour dans le rayon nettoyage d'ici quelques semaines. Si l'un de ces produits éliminait réellement la tache de façon permanente,
vous n'achèteriez plus jamais une autre bouteille. Et un client qui ne revient jamais est un client qui génère un revenu nul à vie. L'acide oxalique représente une menace existentielle pour tout ce modèle. Vous ne pouvez pas construire une fidélité à la marque autour d'une poudre qui résout le problème une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas gérer des services d'abonnement pour un produit qui se rend inutile après une seule utilisation. Vous ne pouvez pas facturer 15 $ pour un flacon pulvérisateur quand une poudre à 1 $ fait le travail mieux, plus vite et de façon permanente. Alors, que fait l'industrie? Ils ne l'interdisent pas, ils ne la combattent pas directement, ils font quelque chose de bien plus efficace, ils l'ignorent. Ils inondent le marché avec des centaines de produits concurrents enveloppés dans des emballages brillants, avec des recommandations de célébrités et des noms à consonance scientifique. Ils dépensent des milliards en campagnes publicitaires qui entraînent les consommateurs à croire que le nettoyage est un rituel hebdomadaire nécessitant des produits de marque spécialisée. Ils rendent le rayon nettoyage si accablant, si encombré, si bruyant, qu'un simple récipient blanc de poudre d'acide oxalique posé sur l'étagère du bas devient invisible. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est l'économie du placement de produits. Un produit à 2 $ qui résout le problème une fois génère 2 $ de revenus au total, pour toujours. Un spray à 15 $ qui doit être remplacé toutes les 3 semaines génère des centaines de dollars par client sur une décennie. Le calcul est simple, l'incitation est claire. Le résultat est une génération entière de propriétaires qui n'ont jamais entendu parler de l'acide oxalique. Pendant ce temps, les nettoyeurs professionnels connaissent cette poudre depuis des décennies. Les services de nettoyage des hôtels utilisent des solutions d'acide oxalique pour restaurer les baignoires entre les clients. Les équipes de restauration marine l'utilisent pour décaper les dépôts minéraux des coques de bateaux en fibre de verre. Les menuisiers l'utilisent pour blanchir les taches d'eau et restaurer le bois vieilli à sa couleur d'origine. Les opérations de nettoyage industriel l'achètent en sacs de 25 kg parce que rien d'autre ne fonctionne aussi efficacement à cette échelle. Les professionnels savent, l'industrie sait. Les seules personnes à qui on ne l'a pas dit sont celles qui paient 15 $ par bouteille pour des produits qui fonctionnent à peine. C'est la partie qui devrait vous mettre en colère. Voici ce que vous devez faire. Allez dans n'importe quel magasin de bricolage. Passez devant le rayon nettoyage sans vous arrêter. Trouvez la section peinture ou la section restauration du bois. Cherchez un récipient étiqueté poudre d'acide oxalique ou blanchisseur de bois. Cela coûte entre 1 et 3 $. Rapportez-le chez vous. Mettez des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité car c'est un acide et il doit être manipulé avec respect. Mélangez 2 cuillères à soupe de poudre dans 1 litre d'eau tiède dans un seau en plastique. Remuez jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Assurez-vous que votre salle de bain est bien ventilée. Ouvrez une fenêtre ou allumez le ventilateur d'extraction. Appliquez la solution sur les zones tachées de votre baignoire à l'aide d'une éponge ou d'un flacon pulvérisateur. Laissez agir pendant 10 à 20 minutes. Pour les taches sévères accumulées sur des décennies, vous pouvez laisser agir jusqu'à 30 minutes. Ne frottez pas, la chimie fait le travail pour vous. L'acide oxalique est déjà en train de désassembler les liaisons minérales au niveau moléculaire. Après la période d'attente, rincez toute la surface abondamment à l'eau claire. Regardez votre baignoire. Le jaune a disparu. Les anneaux de rouille ont disparu. Le tartre a disparu. Ce que vous voyez est la surface d'origine en porcelaine ou en émail qui se cachait sous ces taches depuis des années, voire des décennies. Pour les dépôts extrêmement tenaces qui se sont accumulés pendant 20 ou 30 ans, appliquez un second traitement. Mélangez une solution légèrement plus forte, 3 cuillères à soupe par litre, et répétez le processus. Dans presque tous les cas, 2 applications suffisent pour restaurer une baignoire que la plupart des gens auraient payé 500 $ pour réémailler. Après le traitement, rincez la baignoire une dernière fois et séchez-la avec une serviette propre. Votre baignoire est maintenant plus propre qu'elle ne l'a été depuis le jour de son installation. Coût total, moins d'1 $. Temps total, moins de 30 minutes. Frottage total requis, 0. Une note importante, je dois être honnête avec vous. L'acide oxalique est véritablement efficace, mais c'est aussi un produit chimique qui exige du respect. Portez toujours des gants en caoutchouc, portez toujours une protection oculaire, ne le mélangez jamais avec de l'eau de javel ou tout autre produit chimique de nettoyage. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conservez-le dans son emballage d'origine avec l'étiquette bien visible. Et rincez toujours les surfaces abondamment après le traitement. Aucune exception. Ce n'est pas un jouet, c'est un outil. Et comme tout outil puissant, il fonctionne brillamment lorsqu'il est utilisé correctement et de manière responsable. Vos grands-parents connaissaient cette poudre. Leur génération n'avait pas un rayon nettoyage de 15 mètres de long pour leur dire quoi acheter. Ils avaient une boîte de poudre sous l'évier et leur baignoire était impeccable. Puis l'industrie a grandi, la publicité s'est étendue, les étagères se sont multipliées et une solution simple et permanente a été lentement poussée vers le fond du magasin et enterrée sous un empire de produits à achats répétés. La poudre n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle a disparu parce qu'elle fonctionnait trop bien. Un produit qui élimine le besoin de lui-même est le pire cauchemar de l'industrie du nettoyage. Mais la poudre est toujours là, toujours sur l'étagère, coûtant toujours moins d'$1, faisant toujours en 20 minutes ce qu'une allée entière de produits ne peut pas faire en 20 ans. La science n'a pas changé, la chimie n'a pas expiré, la formule n'a pas cessé de fonctionner. Ils ont juste arrêté de vous en parler. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez-la. Chaque partage préserve ce que l'industrie a tenté d'effacer de votre mémoire. Chaque abonnement maintient ce coffre ouvert pour la prochaine personne qui en a assez de gaspiller de l'argent dans des produits conçus pour échouer. Le lien vers le coffre complet est dans la description. Tout ce qu'ils ont enterré, tout ce qu'ils ont caché, en un seul endroit. Le prochain coffre s'ouvre bientôt, et ce qui est à l'intérieur est encore plus lourd. Regardez cette pièce de métal. C'est un carburateur de collection, une relique mécanique d'une époque où les objets étaient construits pour durer un siècle. Il est recouvert d'une croûte de rouille si épaisse qu'elle semble avoir fusionné avec l'alliage. Un restaurateur professionnel vous demanderait $300 pour le décaper à l'ultrason ou au sablage fin. Une boutique spécialisée vous dirait que la pièce est perdue, irrécupérable, et tenterait de vous vendre une reproduction en aluminium bon marché pour $500. Pourtant, dans ce seau en plastique rempli d'une solution translucide qui a coûté moins de 50 centimes, une magie silencieuse est à l'œuvre. Sans brosse, sans acide sulfurique dévastateur, sans aucune friction mécanique, en quelques heures, la rouille se détache en nuages sombres, révélant le métal sain, les marquages d'usine originaux et le grain de l'acier tel qu'il était en 1950. C'est le contraste violent entre une industrie moderne qui survit grâce à la destruction et au remplacement et une connaissance chimique simple qui privilégie la préservation absolue. Nous avons été conditionnés à croire que le temps est un processus irréversible de dégradation. On nous dit que lorsque l'oxydation s'installe, l'objet est mort. Mais cette vision du monde est une construction marketing. La réalité, c'est que nous avons oublié comment inverser l'entropie avec des outils que la nature nous a fournis gratuitement. Le conflit ne porte pas seulement sur le nettoyage d'une baignoire ou d'un moteur. Il porte sur notre autonomie face à des systèmes industriels qui complexifient volontairement les solutions pour justifier leurs marges. L'homme moderne est devenu un spectateur de sa propre consommation, incapable de voir la science cachée dans une simple plante de jardin. Pour comprendre comment nous avons perdu ce savoir, il faut retourner dans les forges et les ateliers de la fin du XIXe siècle. À cette époque, l'acier était le sang de la civilisation. Dans les ports de Liverpool ou les gares de Chicago, la lutte contre la corrosion était une obsession quotidienne. Les artisans n'avaient pas de spray polymère ni de convertisseur de rouille à base de résine époxy. Ils utilisaient ce qu'ils appelaient des sels de bois. Ce savoir n'était pas écrit dans des manuels vendus en librairie, mais transmis oralement entre maîtres et apprentis. Ils savaient que certaines racines et certaines feuilles, comme celles de la rhubarbe ou de l'oseille, possédaient une affinité presque surnaturelle avec le fer. En Suède, les archives de l'Académie royale des sciences conservent encore les notes de marginaux du XVIIIe siècle qui utilisaient ces cristaux pour stabiliser les instruments de précision contre l'air salin de la Baltique. C'était une époque où la chimie n'était pas une marchandise, mais une extension de la survie. Ces hommes comprenaient que le secret de la durabilité résidait dans l'équilibre du pH et la capacité des molécules organiques à emprisonner les métaux lourds. C'était un système de connaissances universel, partagé par les ébénistes français qui blanchissaient le bois de rose et les armuriers prussiens qui protégeaient l'acier de leurs lames. Un savoir qui a soudainement disparu des radars lorsque les premières usines de produits pétrochimiques ont réalisé qu'il était impossible de breveter une substance que l'on peut extraire de son propre potager. La démystification scientifique de ce processus
nous emmène au cœur de la structure de la matière. Ce que nous appelons rouille est une forme d'oxyde de fer 3. C'est une molécule instable qui dévore l'oxygène et ronge le métal sain par électrochimie. Les produits modernes tentent de la recouvrir ou de la poncer, ce qui endommage la surface. L'acide oxalique, lui, agit par un mécanisme appelé chélation. Le mot vient du grec chélé, signifiant pince de crabe. À l'échelle moléculaire, l'ion oxalate possède 2 sites de liaison qui se referment sur l'atome de fer comme une mâchoire. En saisissant l'ion ferreux, il le détache de la matrice d'oxyde et le transforme en oxalate de fer, un sel complexe totalement soluble. Imaginez des millions de micromachines invisibles qui dévissent chaque grain de rouille un par un sans jamais toucher à l'acier intact. Les mesures en laboratoire montrent que la force d'attraction entre l'oxalate et le fer est 10 fois supérieure à celle des agents nettoyants classiques. Cela signifie que la réaction ne s'arrête jamais tant qu'il reste de la rouille. C'est une solution chirurgicale. Là où un acide fort comme l'acide chlorhydrique attaquerait le métal et la peau avec une violence aveugle, l'acide oxalique cible sélectivement les ions métalliques oxydés. C'est une intelligence chimique que l'industrie a décidé de ne plus enseigner, préférant nous vendre des abrasifs physiques qui raccourcissent la durée de vie de nos biens. L'explication économique de cet oubli volontaire est d'une simplicité brutale. Une solution de restauration qui coûte 3 centimes par litre est l'ennemi naturel d'une économie basée sur le PIB et la croissance infinie. Le secteur de la quincaillerie et de l'entretien automobile est une machine de guerre marketing qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars. Si vous pouvez restaurer une vieille jante, un outil de jardin ou une pièce de moteur pour le prix d'un chewing-gum, vous ne contribuez plus à la machine. L'industrialisation a imposé un modèle de dépendance. Le produit doit être prêt à l'emploi, parfumé artificiellement, emballé dans du plastique et surtout inefficace à long terme. La commodité est devenue le cheval de Troie de l'obsolescence. On vous vend le confort de ne pas avoir à mélanger votre propre solution, mais en échange, vous payez une taxe de 5000% sur la valeur réelle des ingrédients. Les solutions simples ne nécessitent pas d'usines géantes, pas de logistique complexe et pas de brevets. Elles sont le cauchemar des investisseurs, car elles ne permettent pas de capturer le consommateur dans un cycle de rachat perpétuel. En enterrant l'acide oxalique sous des étiquettes de nettoyant tout usage, l'industrie s'est assurée que le secret reste le privilège des rares professionnels qui refusent de jouer le jeu. Si vous voulez tester cette puissance par vous-même sur du métal ou du bois, la méthode est simple mais demande de la précision. Pour restaurer du bois grisé par les années de pluie, mélangez 60 g de cristaux par litre d'eau chaude. Appliquez au pinceau sur la fibre du bois et observez la couleur originale réapparaître en moins de 5 minutes. Pour les pièces métalliques rouillées, le dosage est identique. Immergez la pièce totalement. Laissez la chimie opérer pendant une nuit entière. Le lendemain, vous trouverez au fond du seau un dépôt noirci et dans vos mains, une pièce qui semble sortir d'une capsule temporelle. Il ne vous restera qu'à rincer abondamment pour neutraliser l'acidité et à protéger la surface avec une fine couche d'huile. C'est un retour aux sources, une application directe de la science fondamentale qui redonne le pouvoir à l'individu. Le fait que ces solutions existent toujours, cachées à la vue de tous au bas des étagères, est la preuve que le savoir ne meurt jamais vraiment. Il attend seulement d'être réactivé. Les méthodes les plus efficaces pour préserver notre monde ont été découvertes il y a 2 siècles par des hommes qui n'avaient que leur curiosité et quelques flacons de verre. Ils n'avaient pas besoin d'une industrie de plusieurs milliards de dollars pour garder leurs maisons et leurs outils en parfait état. Nous avons hérité de leurs découvertes, mais nous avons été convaincus de les échanger contre des solutions inférieures et coûteuses. La transmission de ce savoir est un acte de résistance contre la culture du jetable. En utilisant cette poudre, vous ne faites pas que nettoyer une tâche, vous brisez une chaîne de dépendance économique. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Chaque objet que vous restaurez est une victoire sur l'oubli. Mais attention, ce que nous venons d'explorer n'est que la première couche de protection. Le véritable secret, celui qui protège vos biens contre les éléments les plus destructeurs de la nature, se trouve dans le prochain chapitre de ce coffre-fort. Le lien vers le coffre complet est dans la description, car le savoir est la seule arme qui s'aiguise avec l'usage. Restez avec moi, car la suite va changer votre perception de tout ce qui vous entoure. Imaginez un garage poussiéreux dans le sud de la France, au milieu des années 60. Sur l'établi,
Un mécanicien de la vieille école ne jure pas par les additifs chimiques coûteux emballés dans du plastique brillant. Il a une petite boîte en métal sans étiquette, remplie d'une poudre cristalline. Il en verse une dose précise dans le radiateur entartré d'une Bugatti de collection qui n'a pas tourné depuis 20 ans. Ce qu'il fait, c'est une opération à cœur ouvert sur le système de refroidissement. Aujourd'hui, si votre voiture surchauffe à cause du tartre, un concessionnaire vous facturera 1 200 € pour remplacer le bloc radiateur et la pompe à eau. Il vous dira que l'aluminium est piqué, que les conduits sont condamnés. C'est un mensonge par omission. Le système n'est pas mort, il est simplement étouffé par une carapace minérale que les liquides de refroidissement modernes sont incapables de dissoudre. Cette poudre à 1 $, la même que celle de votre baignoire, est le secret le mieux gardé des restaurateurs de moteurs historiques. Elle ne se contente pas de nettoyer, elle restaure la conductivité thermique originale du métal. Le contraste est ici. D'un côté, une industrie de la pièce de rechange qui prospère sur le remplacement systématique, de l'autre, une connaissance moléculaire qui permet de sauver l'existant pour le prix d'un café. Nous vivons dans une ère de remplacement par défaut, où la compétence technique a été remplacée par la lecture d'un code d'erreur sur une tablette. Mais la chimie ne tombe jamais en panne. Ce système de connaissances cachées trouve ses racines dans une époque où l'on ne jetait rien. Si nous remontons aux années 1920, l'acide oxalique était la pierre angulaire de l'entretien industriel. Dans les chantiers navals de Saint-Nazaire ou de Hambourg, on l'utilisait par tonnes pour une tâche bien spécifique, le sauvetage du gel coat. Regardez n'importe quel bateau qui a passé plus de 6 mois en mer. Une ligne jaune indélébile se forme à la flottaison. Ce n'est pas de la boue, ce n'est pas de la pollution pétrolière. Ce sont des oxydes de fer et de manganèse marin qui s'incrustent dans la porosité de la fibre de verre. Aujourd'hui, une boutique marine vous vendra un nettoyant de coque premium à 45 € le litre. Si vous lisez la fiche de sécurité en petits caractères, vous découvrirez que l'ingrédient actif est l'acide oxalique, dilué à 95 % avec de l'eau distillée et un parfum de synthèse. L'industrie vous vend de l'eau aromatisée au prix du champagne, tout en vous cachant que la poudre brute, dans son état pur, ferait le travail en 10 minutes pour quelques centimes. Les marins de l'entre-deux-guerres le savaient, ils achetaient des sacs de cristaux d'oseille et rendaient à leur navire la blancheur du neuf sans jamais engraisser les intermédiaires. C'était un savoir partagé, une technologie de survie économique qui s'est transmise jusqu'à ce que le marketing de masse décide que la simplicité était l'ennemi du profit. La science derrière cette efficacité sur le terrain est une question d'affinité électromagnétique. Pourquoi l'acide oxalique est-il supérieur aux acides forts comme l'acide sulfurique ou chlorhydrique que l'on trouve dans les déboucheurs de canalisation? Parce que ces derniers sont des démolisseurs aveugles. Ils attaquent tout, le calcaire, mais aussi le métal, vos poumons et l'environnement. L'acide oxalique, lui, est un scalpel. Sa structure moléculaire est conçue pour la chélation sélective des métaux de transition. Dans un radiateur ou sur une coque de bateau, il ignore les polymères, le caoutchouc et les alliages sains. Il ne cherche qu'une chose, l'ion métallique oxydé. Les mesures de tension superficielle montrent que la solution d'oxalate pénètre dans les micro-fissures de la rouille, là où les molécules de savon, trop volumineuses, restent à la surface. C'est une infiltration chimique. Une fois à l'intérieur de la structure cristalline du tartre ou de la rouille, l'acide oxalique démantèle la liaison oxygène-métal. Il transforme un solide, dur comme de la pierre, en un complexe liquide. Le résultat est mathématique. 100% de la corrosion est solubilisée. 0% du substrat original n'est altéré. C'est cette précision chirurgicale qui rend cette poudre si dangereuse pour l'industrie. Elle fonctionne trop bien pour être autorisée à devenir une connaissance commune. L'influence du confort moderne a agi comme un anesthésiant sur ce savoir. L'industrialisation nous a vendu une promesse. Ne vous souciez plus de la chimie, nous avons créé un flacon pour chaque problème. Résultat ? Sous votre évier, vous avez probablement 7 ou 8 bouteilles différentes. Une pour le chrome, une pour le carrelage, une pour les jantes de voiture, une pour le bois de la terrasse. C'est une fragmentation artificielle de la réalité. Dans le monde de la chimie fondamentale, tous ces problèmes sont des variations d'un seul et même phénomène, l'oxydation minérale. En nous vendant des solutions spécifiques, l'industrie crée une dépendance psychologique. Vous avez peur d'utiliser le produit pour jantes sur votre baignoire, alors que les deux contiennent souvent le même agent actif, masqué sous des colorants différents. La simplicité de la poudre brute ne nécessite aucune infrastructure complexe,
Aucun emballage sophistiqué, aucune logistique de transport de liquide, qui est essentiellement du transport d'eau. Mais transporter de la poudre ne rapporte rien par rapport à la vente de solutions diluées à 2% dans du plastique jetable. La disparition de l'acide oxalique des rayons n'est pas une évolution technologique, c'est une stratégie de capture de rente. Si vous voulez appliquer cette méthode au-delà de la salle de bain, voici le guide pour le domaine automobile et marine. Pour un radiateur obstrué, ne versez jamais la poudre directement. Dissolvez d'abord 50 grammes dans un demi-litre d'eau déminéralisée. Versez le mélange dans le circuit de refroidissement rempli d'eau claire, faites tourner le moteur 20 minutes, puis vidangez. Ce que vous verrez sortir ressemblera à de la boue liquide, c'est le passé de votre moteur qui s'évacue. Rincez 2 fois à l'eau claire avant de remettre votre liquide de refroidissement habituel. Pour vos jantes de voiture couvertes de poussière de frein, cette substance noire qui semble cuite sur l'aluminium, pulvérisez une solution à 10%. Laissez agir 3 minutes. La poussière de fer se dissoudra littéralement, coulant comme du sang sombre, laissant le métal brillant sans aucun frottage. C'est une démonstration de force qui humilie n'importe quel produit, spécial jante, à 20 € le flacon. Vous reprenez le contrôle sur l'entretien de vos biens les plus coûteux. Le sentiment d'un secret révélé ici est profond, car il touche à l'essence même de notre rapport aux objets. Les solutions les plus puissantes n'ont pas été inventées dans les centres de recherche de multinationales l'année dernière. Elles ont été isolées dans des arrière-boutiques de pharmaciens suédois et testées dans des saloons américains il y a plus d'un siècle. Nous avons été dépossédés de ce savoir par une industrie qui a transformé la maintenance en une forme de consommation. Mais le savoir ne meurt jamais vraiment, il est simplement mis en attente. En redécouvrant cette poudre, vous accédez à une forme de résistance contre l'obsolescence programmée de votre environnement. Vous n'êtes plus un consommateur passif, mais un gardien de la matière. La transmission de cette connaissance est vitale, car chaque personne qui apprend à utiliser l'acide oxalique est une personne qui cesse d'alimenter un système conçu pour la vider de ses ressources. Ce que vous tenez entre vos mains, c'est une clé chimique pour déverrouiller la longévité de votre monde. Mais attention, si vous pensez que le nettoyage des métaux est impressionnant, vous n'avez encore rien vu. Il existe une autre application de ce savoir, une utilisation qui frise la technologie oubliée des alchimistes, capable de transformer des matériaux que vous pensiez bons pour la décharge en ressources précieuses. C'est le secret du coffre suivant, celui qui traite de la régénération des structures. Le lien vers le coffre complet est dans la description. Abonnez-vous, car la suite de cette enquête va vous prouver que les plus grandes découvertes ne sont pas devant nous, mais derrière nous, enterrées dans le silence des laboratoires du passé. Le prochain chapitre s'ouvre maintenant. Regardez cette terrasse en bois, grise, fissurée par le soleil, semblant prête pour la décharge. Pour la plupart des propriétaires, c'est le signal d'un investissement massif. On vous propose de louer un nettoyeur haute pression à 100 € la journée, un engin qui va arracher les fibres du bois et réduire sa durée de vie de moitié. Puis, on vous oriente vers des seaux de rénovateurs de terrasse à 70 €, des mélanges chimiques complexes qui promettent de redonner vie au bois tout en empoisonnant votre pelouse. Le coût total pour une surface moyenne dépasse souvent les 500 €, sans compter l'effort physique épuisant. Pourtant, dans l'ombre de ce commerce de la détresse esthétique, la même poudre blanche à 1 $ attend son heure. Dissoute dans un simple arrosoir, elle réalise en 20 minutes ce que les brosses repatives ne feront jamais. Elle inverse le processus de vieillissement photochimique du bois. Le bois n'est pas mort, il est simplement étouffé par une accumulation de lignine oxydée et de tanins dégradés. La différence de coût est de 1 à 50, mais la différence de résultat est incalculable. C'est là que se cristallise le conflit majeur de notre époque. La dépendance forcée à des machines et des polymères coûteux contre l'utilisation d'une chimie organique élémentaire que nos ancêtres maîtrisaient parfaitement. L'homme moderne a été convaincu que la puissance se mesure en barres de pression ou en prix au litre, alors que la véritable puissance réside dans l'affinité moléculaire. Nous avons troqué l'intelligence contre la force brute, et l'industrie encaisse la différence. Cette maîtrise du bois n'est pas une invention récente, c'est une archive historique que l'on retrouve dans les ateliers les plus prestigieux du XVIIIe siècle. En 1680, au cœur du faubourg Saint-Antoine à Paris, les ébénistes du roi utilisaient déjà ce qu'ils appelaient le sel d'oseille. Pour créer les marqueteries complexes de Versailles, ils devaient manipuler la couleur des essences les plus rares. Ils savaient que pour faire disparaître les taches noires d'humidité sur le chêne
ou pour éclaircir un noyer trop sombre sans en détruire la structure, il n'y avait qu'un seul remède. Ce savoir était un secret de corporation, protégé par des maîtres artisans qui comprenaient que l'acide oxalique ne se contente pas de nettoyer la surface, il purge le bois de ses impuretés minérales. On retrouve des traces de cette technique dans les carnets de restauration des grandes cathédrales européennes, où les menuisiers utilisaient des décoctions de plantes locales pour stabiliser les poutres séculaires. Ce n'était pas de la magie, c'était une compréhension profonde des cycles de la cellulose. Ce système de connaissances, autrefois universel dans les guildes d'artisans, a été fragmenté, puis enterré lors de la révolution industrielle pour laisser place à des vernis synthétiques qui masquent les problèmes au lieu de les résoudre. Les détails sont récurrents dans chaque civilisation qui a travaillé le bois de manière durable. On cherche toujours à travailler avec la chimie interne du matériau, jamais contre elle. La démystification scientifique de ce miracle sur le bois est fascinante. Le grisaillement du bois est dû à 2 facteurs. L'attaque des rayons ultraviolets qui décomposent la lignine et la réaction des tanins avec les traces de fer présentes dans l'eau de pluie. Ces tanins forment des complexes fer-polyphénol qui sont d'un noir profond, donnant cet aspect de bois brûlé ou pourri. L'acide oxalique intervient ici comme un agent réducteur et un chélateur d'une efficacité redoutable. Sa structure moléculaire, composée de 2 groupements carboxyliques liés, lui permet d'arracher littéralement l'atome de fer au tanin du bois. En se liant au fer, il forme un complexe incolore et soluble qui est évacué par simple rinçage. Mais il fait plus que cela. Il abaisse légèrement le pH de la surface du bois, ce qui neutralise les micro-organismes et prévient la réapparition immédiate des moisissures. Les mesures de réflectométrie montrent qu'après un passage à l'acide oxalique, le bois retrouve 90% de sa capacité de réflexion lumineuse originale. Ce n'est pas un blanchiment agressif comme celui produit par le chlore, qui détruit les fibres de cellulose et rend le bois cassant. C'est une restauration sélective, qui laisse les fibres intactes tout en éliminant les contaminants chromatiques. C'est une ingénierie moléculaire précise qui agit à l'intérieur des pores du bois, là où aucun ponçage ne peut accéder sans détruire des millimètres de matière précieuse. Pourquoi ce savoir a-t-il été retiré de l'usage de masse? La réponse se trouve dans l'évolution de la distribution de détail. L'industrie de la construction s'est rendue compte qu'il était beaucoup plus rentable de vendre des systèmes d'entretien que des principes actifs purs. Un sac de poudre brute de 20 kg peut entretenir les terrasses de tout un quartier pendant 10 ans. Il n'y a aucune marge bénéficiaire, aucune fidélisation, aucun besoin de revenir au magasin tous les 2 ans. L'industrialisation a favorisé le prêt à l'emploi qui, sous couvert de nous simplifier la vie, nous a rendus dépendants de formules diluées et de solutions temporaires. Les solutions simples ne nécessitent pas d'usines chimiques complexes ni de flacons en plastique sophistiqués, ce qui les rend invisibles dans les bilans comptables des multinationales. On a privilégié le confort de l'utilisateur final, qui veut juste pchiter un produit sans réfléchir, au détriment de l'efficacité réelle et de l'économie. La disparition de la connaissance sur l'acide oxalique est le résultat direct de cette stratégie. Faire oublier l'ingrédient au profit de la marque. Pour appliquer cela chez vous et sauver votre mobilier de jardin ou votre terrasse, le guide pratique est d'une simplicité désarmante. Procurez-vous la poudre sous le nom de sel d'oseille ou acide oxalique. Mélangez environ 100 g de cristaux par litre d'eau chaude, de préférence déminéralisée pour éviter toute interférence. Appliquez généreusement sur le bois sec par temps couvert. Vous verrez le bois changer de couleur sous vos yeux, passant du gris au miel en quelques minutes. Laissez agir 20 minutes, brossez légèrement les zones les plus denses en fibres mortes, puis rincez abondamment. C'est tout. Pas de ponçage épuisant, pas de machine bruyante. Une fois le bois sec, il est prêt à recevoir une huile de protection de qualité qui durera 3 fois plus longtemps sur une surface ainsi préparée. Vous avez économisé des centaines d'euros et, plus important encore, vous avez préservé l'intégrité de la structure. L'idée forte ici, c'est que les solutions les plus efficaces à nos problèmes matériels ont déjà été découvertes il y a des siècles. Nous vivons sur une montagne de savoirs oubliés, délibérément occultés par un système économique qui a besoin de notre ignorance pour survivre. Ce n'est pas seulement une question de nettoyage, c'est une question de vision du monde. Redécouvrir l'acide oxalique, c'est réaliser que nous avons les outils pour entretenir notre environnement de manière souveraine, sans dépendre d'une chaîne logistique mondiale. C'est une forme de secret révélé,
qui redonne de la dignité à l'entretien domestique. La connaissance ne survit que lorsqu'elle est mise en pratique, et chaque application réussie est un clou de plus dans le cercueil de l'industrie du gaspillage. Mais ce que vous venez d'apprendre sur le bois et le métal n'est que le prologue. Il existe un usage encore plus radical de cette poudre, un usage qui touche à la survie elle-même et à la purification de notre environnement le plus intime. Le savoir que je m'apprête à vous livrer dans la partie suivante est celui que l'industrie craint par-dessus tout, car il rend obsolète des secteurs entiers de la consommation de masse. Le lien vers le coffre complet est dans la description, car le temps presse et les coffres ne restent jamais ouverts éternellement. Restez avec moi pour la partie 5, car la vérité devient de plus en plus lourde. Voici la question qui devrait hanter les nuits des cadres dirigeants des multinationales du nettoyage. Si une poudre qui coûte moins d'$1 peut éliminer de façon permanente chaque type de tache, de tartre et de rouille, pourquoi le rayon nettoyage de votre supermarché local mesure-t-il 15 mètres de long? La réponse ne se trouve pas dans la chimie, mais dans une froide équation comptable. Le marché mondial des produits d'entretien ménager génère plus de 200 milliards de dollars de revenus chaque année. Les nettoyants de surface représentent à eux seuls plus de 68 milliards de ce total colossal. Des géants comme Procter & Gamble, Reckitt Benckiser ou Clorox ne vendent pas de la propreté, ils vendent de la récurrence. Leur modèle d'affaires tout entier repose sur un pilier central, l'achat répété. Chaque flacon sur cette étagère est une merveille d'ingénierie, non pas pour résoudre votre problème, mais pour le gérer juste assez longtemps pour que vous reveniez en acheter un autre dans 3 semaines. C'est le contraste brutal entre une solution définitive, née en 1882, et un empire moderne qui survit grâce à l'inefficacité programmée. Nous avons été conditionnés à croire que le nettoyage est un rituel hebdomadaire épuisant, nécessitant une armée de produits spécialisés aux noms scientifiques ronflants. En réalité, nous payons une taxe sur notre propre ignorance, finançant une industrie qui a transformé un geste simple en une dépendance financière complexe. Le conflit est ici, l'autonomie du passé contre la servitude de consommation du présent. Pour comprendre comment cette poudre a été occultée, il faut regarder comment l'information est gérée par le marketing moderne. L'acide oxalique n'a pas été interdit, car il est trop utile à l'industrie elle-même. Il a été rendu invisible par le bruit. Les entreprises dépensent des milliards en publicité, en emballages fluorescents et en recommandations de célébrités pour s'assurer que votre regard ne descende jamais vers l'étagère du bas, là où repose le contenant blanc et austère. C'est la science du placement de produits. Un produit à $2 qui règle le problème une fois pour toutes génère exactement $2 de profit une seule fois dans votre vie. Un spray à $15 qui ne fait que masquer la tache génère des centaines, voire des milliers de dollars de revenus sur une décennie par foyer. Le calcul est d'une simplicité terrifiante. L'industrie a enterré l'œuvre de Scheele et de Hoffman sous une montagne de solutions diluées. Pourtant, dans les coulisses de notre société, le secret est resté intact. Les professionnels, eux, n'utilisent pas les sprays du commerce. Les services de nettoyage des hôtels de luxe, les restaurateurs de monuments historiques et les chantiers navals achètent l'acide oxalique par sac de 25 kilos. Ils savent que le temps, c'est de l'argent, et que rien ne bat la cinétique chimique de l'oxalate pour restaurer une surface à son état d'usine. Ils gardent ce secret pour protéger leurs marges, tandis que l'industrie le cache pour protéger ses ventes. La science, elle, ne ment jamais. Lorsque vous appliquez cette solution sur une tache de calcaire ou de rouille vieille de 30 ans, vous n'effectuez pas un nettoyage de surface. Vous déclenchez un désassemblage moléculaire. Les tensioactifs des produits classiques sont comme des mains qui tentent d'attraper une bille d'acier huileuse. Ils glissent. L'acide oxalique, par son processus de chélation, agit comme un aimant qui arrache les ions calcium et fer de leur matrice solide. À une échelle invisible à l'œil nu, les liaisons chimiques qui maintiennent la tache sur la porcelaine ou l'émail sont brisées. La tache ne s'en va pas parce que vous avez frotté fort. Elle s'en va parce qu'elle n'existe plus en tant que solide. Elle est devenue un sel soluble qui s'écoule avec l'eau de rinçage. C'est une technologie de 1882 qui surclasse les polymères de 2026 parce que les lois de la thermodynamique n'ont pas changé. Une seule application de cette poudre accomplit physiquement ce que 50 bouteilles de mousse active ne pourront jamais faire, car ces dernières sont conçues pour échouer. C'est l'un des plus grands gaspillages de ressources de l'histoire moderne.
Des millions de tonnes de plastique et d'eau transportées à travers le monde pour masquer un problème qu'une pincée de cristaux pourrait résoudre. Le facteur économique qui a scellé le sort de cette connaissance est la commodité. On nous a vendu l'idée que mélanger une poudre dans de l'eau était trop difficile, trop dangereux, trop ancien. On nous a appris à avoir peur des produits bruts pour nous faire accepter les solutions domestiquées. Les solutions simples ne nécessitent pas d'infrastructures, pas de brevets, pas de campagne marketing mondiale. Elles sont l'antithèse du capitalisme de plateforme. L'industrie a réussi le tour de force de nous faire payer 5000% de marge pour de l'eau colorée en nous faisant oublier que la solution originale est toujours là, à portée de main, dans le rayon bricolage. C'est le prix du confort, la perte de notre souveraineté technique. Nous avons échangé la connaissance contre la facilité, et ce faisant, nous avons perdu la capacité de maintenir notre propre environnement sans intermédiaire. Pour reprendre ce pouvoir, voici votre protocole final. Allez à la quincaillerie, ignorez le rayon nettoyage et trouvez l'acide oxalique pur. Chez vous, préparez une solution. 2 cuillères à soupe par litre d'eau tiède. Utilisez des gants et des lunettes, non pas parce que c'est un poison mortel, mais parce que c'est un outil sérieux qui mérite le respect. Appliquez, attendez 20 minutes et rincez. Pas de brosse miraculeuse, pas de vapeur, pas d'effort. Juste la chimie pure à l'œuvre. Si la tâche a 30 ans, répétez l'opération une fois. Vous verrez votre baignoire ou vos outils retrouver leur éclat originel pour un coût dérisoire. C'est un test de réalité. Une fois que vous aurez vu le résultat, vous ne pourrez plus jamais regarder le rayon nettoyage de la même façon. Vous comprendrez que vous avez été dupé pendant des décennies par des promesses en plastique. L'idée fondamentale de cette enquête est que le progrès n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, les solutions les plus brillantes ont été découvertes par des chimistes oubliés dans des laboratoires de fortune et ont été mises de côté parce qu'elles étaient trop efficaces pour être rentables. L'acide oxalique est le symbole de ce savoir enterré. La transmission de cette information est un acte de préservation de l'autonomie humaine. En partageant cette vidéo, en utilisant cette méthode, vous aidez à déterrer une vérité que l'industrie du nettoyage a tenté d'effacer de la mémoire collective. Le savoir ne survit que s'il circule et s'il est utilisé.